On le sait et on en parle très souvent sur cette chaîne, l'armée ukrainienne connaît un certain nombre de problèmes structurels et un de ces problèmes, eh bien, il a trait aux ressources humaines et aux questions du recrutement. Mais pour autant, l'armée est véritablement loin de s'effondrer et il y a des logiques internes qui sont à observer, qui sont à décrypter pour comprendre d'où est-ce qu'on vient et pour comprendre où est-ce que l'armée ukrainienne eh bien, pourrait aller à travers un certain nombre de changements et de réformes. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Anna Colin-Lebedev, donc maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques et puis évidemment de l'empreinte de la guerre sur ces sociétés. Anna, je t'ai rencontré en 2011-2012 à Kiev, donc je suis vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour. Merci Sébastien, bonjour. Anna, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on peut commencer par, par une question. Comment est-ce que l'armée ukrainienne recrute aujourd'hui, donc en ce début 2025? Alors, l'Ukraine a déclaré la mobilisation générale le premier jour de la guerre à grande échelle, le 24 février 2022. En fait, dès lors, il y a deux mécanismes qui sont en place pour recruter dans l'armée ukrainienne. Le premier, c'est une signature volontaire d'un contrat avec l'armée que les citoyens de sexe masculin ou féminins sont libres de faire à partir de 18 ans. Et l'autre moyen, c'est la mobilisation obligatoire de la population masculine et d'un nombre limité en fait de spécialités pour des citoyennes de sexe féminin à partir de 25 ans et jusqu'à 60 ans. Hein. Et en fait, il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Donc bien évidemment, la composition de l'armée ukrainienne aujourd'hui sur le front, c'est un espèce de mix entre les Ukrainiens qui sont allés d'eux-mêmes en fait s'enrôler soit dans l'armée en général, dans l'élan de la voilà qui a suivi l'agression russe, soit s'enrôler dans une brigade particulière parce qu'ils étaient attachés à servir leur pays au sein d'une unité spécifique, par exemple celle de leur région, à proximité de leur domicile. Et donc, en fait, il y a un mix entre cette population-là et la population que l'on mobilise, en fait, sans leur donner le choix. C'est-à-dire que la loi sur la mobilisation prévoit que bien, les autorités peuvent venir vous réclamer, en fait, de remplir votre devoir civique. Or, en fait, ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, sur les premiers mois de la guerre, on parlait relativement peu, et même sur la première année, hein, de difficultés de recrutement de personnel, dans la mesure où il y avait eu un énorme, en fait, élan de citoyens qui étaient venus s'engager par eux-mêmes. Et je dirais, les premiers efforts sur le front ont été en bonne partie portés voilà, par une armée où la dimension volontaire était importante. Et bien évidemment, aujourd'hui, après 3 ans de guerre, eh bien, tous ceux qui souhaitaient partir sur le front sont déjà partis sur le front d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on est face à une population, je dirais, qui ne se voyait pas forcément combattre d'emblée. Les choix sont un petit peu plus difficiles. D'autant plus difficiles, en fait, que la manière dont fonctionne la mobilisation générale, elle ne vous prend pas de manière... Enfin, l'organisation de la mobilisation générale n'est pas généraliste au sens où on tirerait au hasard, par exemple, au sort des Ukrainiens qui seraient mobilisés, comme on l'a vu dans d'autres guerres. Mais en fait, l'armée ukrainienne a d'abord cherché à recruter des gens qui avaient une expérience militaire récente, soit qui étaient officiers de carrière récemment à la retraite, soit qui avaient eu un contrat avec l'armée récemment, soit qui avaient fait leur service militaire. Donc je dirais qu'ils étaient déjà aguerris et relativement prêts à combattre. Et puis petit à petit, bah, au fur et à mesure que ces ressources-là s'épuisent, on va piocher dans des catégories de population qui ont un lien beaucoup plus distendu avec l'institution militaire, qui ont fait leur service militaire il y a 20 ans, il y a 30 ans, voire qui ne l'ont pas fait du tout, par exemple. Et donc, bien évidemment, bah, la question pour ces populations-là se pose un petit peu différemment qu'au début de la guerre. Mais alors, les problèmes de recrutement auxquels fait face l'armée ukrainienne aujourd'hui, ils sont de quelle nature? Donc tu as commencé à en parler, mais surtout, quelle solution est-ce que l'armée ukrainienne essaie d'y apporter?
Alors, on a une série de problèmes, en fait, qui sont des problèmes organisationnels. Alors, souvent, quand on dit, voilà, l'armée ukrainienne a du mal à recruter, un espèce de cliché qui vient dans notre perception de la situation et que si elle a du mal à recruter, c'est que les Ukrainiens ne veulent pas combattre et donc le consentement à la guerre n'est plus ce qu'il était. Les Ukrainiens ne consentent plus à prendre les armes pour défendre leur pays. Alors qu'en réalité, quand on creuse un petit peu dans des dimensions plus techniques, en fait, de la mobilisation, eh bien, on constate qu'il y a bien d'autres problèmes auxquels l'armée est confrontée. L'un des problèmes organisationnels majeurs que l'on identifie, et d'ailleurs il est curieux de constater que c'est le même du côté russe, mais que la Russie y a répondu d'une manière un peu différente, c'est l'absence d'un registre unifié et à jour des citoyens ukrainiens au regard de leurs obligations militaires. C'est-à-dire que quand l'institution militaire a besoin de mobiliser des gens, eh ben, elle n'a pas une liste à laquelle elle peut se référer en disant, bon, bah, les suivants c'est ceux-là, voici leur adresse, et on va aller les chercher. Les registres en fait ont été jusqu'à très récemment sous forme papier, situés dans des bureaux locaux et surtout, en fait, ça en soi, ce serait pas un problème, mais jamais mis à jour, surtout par ces citoyens qui sont de plus en plus éloignés de l'armée. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, un ancien officier tout juste démobilisé, il y a des chances que votre adresse soit votre adresse et que vous soyez assez facile à trouver. Mais quand vous êtes quelqu'un qui s'est enregistré auprès de l'institution militaire à 18 ans pour dire je suis inapte et que, voilà, 30, 20 ans plus tard, on vient ressortir cette fiche, il y a peu de chances que l'institution militaire ait des facilités à vous trouver. Ce qui en fait amène l'armée aussi à tâtonner énormément et à avoir ces pratiques en Ukraine auxquelles en Ukraine on a donné le doux nom de bussification. Je pense que tu voulais en parler, Sébastien, qui sont des pratiques de rafle, en fait. On va chercher des gens qui ont l'air d'être de sexe masculin et aptes à servir dans l'espace public, et puis on va les recruter de force, parce que, eh bien, je dirais, l'armée a aussi manqué d'outils véritables pour pouvoir mener ce recrutement sereinement et dans le respect des droits des personnes. Mais ça, c'était vrai en 2022 et en 2023. Mais sur le cours de l'année 2024, il y a eu un gros effort de numérisation et de centralisation de ces données et de mise à jour de ces données qui a été fait. Est-ce que c'est encore un problème auquel fait face l'armée? Alors, je pense que nous allons voir l'évolution dans les mois à venir, parce que la base de données a été mise en service il y a quelques mois, véritablement au service des institutions militaires. On va voir comment ça va fonctionner, mais en tout cas, c'est vrai que les pratiques de rafle, eh bien, elles sont inacceptables pour la population ukrainienne, et je pense que ça peut nous amener à parler de problèmes, voilà, d'une autre série de problèmes, qui sont des problèmes plus fondamentaux liés à ce qu'est la mobilisation au regard de la perception des citoyens de leur devoir civique. La mobilisation a été pensée pour les guerres du passé, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, avec voilà, des sociétés qui avaient complètement d'autres contours et d'autres types de fonctionnement que par exemple l'Ukraine contemporaine. Vous voyez, et je pense que voilà, pour les auditeurs français qui nous écouteraient, et les spectateurs français qui nous regarderaient, s'ils se posent la question aujourd'hui, est-ce que je considère que mon devoir citoyen en cas de guerre, c'est de prendre les armes et d'aller là où on m'envoie, quel que soit mon état, voilà, quelles que soient mes compétences, mon état physique, etc. Beaucoup d'entre nous diraient, bah non, en fait, je peux être utile ailleurs. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faudrait procéder. Et je pense qu'en Ukraine, cette dimension-là est tout particulièrement sensible. Nous avons une population et une société qui sont très actives dans les activités de défense, où en fait les civils s'impliquent énormément dans la conduite de la guerre, à la fois via des ONG de soutien au front et de soutien aux forces armées, des collectes d'argent, mais aussi des investissements vraiment de gens qui, tout en étant civils, par exemple, se déplacent sur la ligne de front pour telle ou telle activité liée à la guerre. Mais en revanche, il y a un très fort attachement à être là où on est particulièrement utile et efficace. Les citoyens ukrainiens ont appris à ne pas compter sur l'État voilà, pour la conduite de leur projet, pour leur bien-être, y compris à ne pas trop compter sur l'État pour les activités de défense de leur pays, paradoxalement. C'est-à-dire que là où l'État est un petit peu faible, ils sont tout à fait prêts à venir en soutien. Mais en revanche, cette idée eh bien, d'être attrapé et de devenir une unité comptable qui va être déplacée sur le front ici et là, ça ne va pas. Donc ça ne colle plus du tout avec ce modèle de société. Ceci d'autant que la moyenne d'âge de l'armée ukrainienne aujourd'hui est assez élevée.
Hein. On a voilà, une moyenne d'âge qui va être aux alentours de 40-45 ans. Et 40-45 ans, ça veut dire qu'on a affaire à des hommes et des femmes qui ont déjà des compétences solides, un certain profil professionnel et en même temps qui physiquement sont pas forcément au top de leur forme physique. Et donc, pour cette population-là, tout particulièrement, il est important d'être là où ils peuvent, voilà, où ils sont capables de servir et où ils peuvent être utiles. Donc, il y a eu des initiatives en fait qui viennent de la société civile mais qui ont été reprises par les forces armées ukrainiennes pour répondre à cette demande. Et notamment en mettant en place un recrutement plus ciblé sur un modèle privé, sur un modèle d'agence de recrutement. Et donc, en parallèle du processus de mobilisation, il y a aujourd'hui un processus que les Ukrainiens ont baptisé du doux nom tiré de l'anglais de recruiting, qui sonne aussi bizarre en ukrainien, je trouve qu'il sonne bizarre en français, mais il est là pour marquer qu'on n'est pas dans le recrutement militaire, hein, on est dans le recruiting à la agence privée où en fait les citoyens ukrainiens peuvent consulter des offres d'emploi liées à des compétences spécifiques qui ne sont pas forcément d'ailleurs des compétences militaires, hein, ça peut être des compétences comptables, voilà, logistiques, mécaniques, enfin une spécialité mécanique. Et donc ils peuvent postuler à des offres d'emploi dans des unités militaires spécifiques auxquelles ils font confiance et être recrutés et donc en fait éviter ce côté anonyme. Alors bien évidemment, ces pratiques de recruiting ne concernent qu'une partie du public potentiellement mobilisable. C'est-à-dire que l'armée a aussi besoin de fantassins, elle a besoin de personnes qui n'aient pas des compétences, qui n'aient pas des compétences spécifiques. Mais en tout cas, ça soulève bien le problème et ça amorce bien une sorte de début de solution. Oui, et sur cette question de la communication des brigades, évidemment, l'exemple le plus frappant, ça a été celui de la troisième brigade d'assaut qui est très active en termes de publicité et en termes de campagne de recruiting. Et évidemment, l'exemple qu'on a en tête, c'est la dernière campagne de publicité où eh bien, des couples s'affichaient sur des motos ou sur des lits avec ce slogan «J'aime la troisième brigade d'assaut». Donc justement pour tenter de mobiliser, tenter de sensibiliser des recrues potentielles à cette dimension d'engagement, mais qui ne passe pas forcément par l'acte militaire. Donc encore quelque chose d'autre. Cette cette communication très particulière des brigades ukrainiennes et qui fait que eh bien les Ukrainiens ont une connaissance assez approfondie des nombreuses brigades qui composent leur armée, alors que en France, par exemple, on pourrait citer la Légion étrangère ou quelques autres unités, mais pas beaucoup plus. Eh bien, ça, c'est vraiment caractéristique de ce conflit. Alors c'est effectivement quelque chose d'assez surprenant et tu évoquais dernière campagne de la troisième brigade d'assaut. On n'est pas habitué à voir une unité militaire communiquer en mode de pub Benetton. Pour les plus âgés d'entre nous qui se rappellent en fait des campagnes un peu provocatrices de Benetton destinées à faire du buzz et à faire parler. C'est l'effet que ça a provoqué. Et on a effectivement une stratégie qui s'est développée et qui joue un peu par surenchère de communication des brigades dans l'espace public. Et donc là où en Ukraine, je pense que toi tu l'observes vraiment au quotidien, là où en Ukraine avant on avait des pubs pour le yaourt affichés sur les placards publicitaires, on a désormais dans les villes ukrainiennes des pubs sur venez vous enrôler dans telle ou telle brigade de l'armée. Alors on peut se poser la question, oui, on peut se dire que il y a un effet politique là-dedans, c'est-à-dire que les brigades et notamment les personnalités des commandants sont beaucoup mises en avant en créant aussi des personnalités reconnaissables qui ont peut-être un rôle à jouer dans l'Ukraine en guerre, mais aussi dans l'Ukraine de l'après-guerre. On peut s'interroger aussi en fait sur les mécanismes sur lesquels ils jouent, hein, parce que bien évidemment on a des campagnes un peu scandaleuses qui ont été accusées de sexisme par exemple pour la campagne de la troisième brigade d'assaut, mais pour la plupart en fait les affiches publicitaires c'est la tête du commandant et puis ce que la brigade peut vous offrir, notamment une formation avec une durée qui est vraiment précisée. Regardez, vous êtes formé sur un minimum de 40 jours, vous êtes formé sur un minimum de 2 mois et vous ferez partie en fait d'une équipe solide où on prendra soin de vous. Et je pense que ça aussi, ça répond à une autre peur des Ukrainiens, c'est cette peur de dépersonnalisation et de déshumanisation que l'on associe à l'État. Les Ukrainiens sont
partagés en fait vis-à-vis de leurs institutions publiques. L'armée est à la fois l'institution à laquelle ils font le plus confiance et en même temps ils font pas beaucoup confiance à l'État. Et ils se disent que si leur État peut foirer quelque chose, il va forcément le foirer ici ou ailleurs. Et donc en fait ils se sentent beaucoup plus en confiance en s'engageant, y compris en prenant des risques au sein de communautés plus restreintes auxquelles ils pourront s'identifier. On l'a observé dès 2014 au moment de la création des bataillons volontaires et en fait sous une autre forme, les bataillons volontaires qui n'appartenaient pas, enfin voilà, qui étaient largement hors contrôle des forces armées, même s'ils étaient officiellement intégrés dans le système ukrainien. Aujourd'hui, on a des unités qui relèvent officiellement des forces armées ukrainiennes, mais dans lesquelles on personnalise énormément le recrutement. Hein, et on met en avant notamment l'équipe, hein, le groupe dont on fera partie. On peut par exemple se dire que voilà, ça a des effets aujourd'hui dans le recrutement. On s'engage plus volontiers dans ces brigades auxquelles on peut faire confiance, où on connaît des gens par exemple. Et ça a un effet aussi pour demain, c'est-à-dire que ça va créer aussi des solidarités fortes entre les combattants qui vont s'identifier comme anciens de telle ou telle unité armée. Et on en verra les traces, à mon avis, dans la vie politique de l'Ukraine dans les années à venir. Donc, sur toutes les questions que tu as abordées, que ça soit évidemment la motivation et cette volonté d'être là où on peut être utile, et puis aussi sur la question de l'âge, évidemment, ça me fait déborder sur deux thèmes différents. Le thème des désertions, qui a beaucoup agité le débat médiatique ces dernières semaines, et puis aussi sur la question de l'âge du recrutement. Mais alors déjà sur les désertions, il y a cette grande enquête de texti.org donc que tu as partagée et qui nous en apprend beaucoup. Donc je vais poser une question très générale, hein, c'est est-ce que les désertions auxquelles on a assisté ces dernières semaines, ces derniers mois et qui quand même représentent beaucoup de personnes qui ont décidé d'abandonner leur poste de manière volontaire, est-ce que c'est lié à des questions de motivation? Alors, il y a bien évidemment des situations différentes et je pense que chaque situation de désertion correspond aussi à voilà, à un individu avec une préoccupation différente. Ce que nous savons en fait aujourd'hui, d'une part, c'est que, eh bien, je dirais, avec la montée en échelle de l'armée ukrainienne a besoin à la fois de se renouveler, mais aussi de monter, de s'agrandir, hein, de s'étendre. Eh bien, les questions organisationnelles deviennent de plus en plus compliquées. Hein. Et il y a des manques de ressources qui se font sentir, en termes notamment de ressources humaines et de ressources d'encadrement. Hein. Et ça, je dirais, quand on parle de désertion, hein, la question des officiers devient absolument centrale. Euh, et, euh, et donc, quand il y a un manque d'officiers ou des officiers mis à des postes où ils sont perçus comme incompétents, eh bien, on sait que ça a un lien avec la motivation des combattants, avec leur capacité à combattre. Et effectivement, ce qui est intéressant dans cette enquête dont tu as parlé, c'est que elle permet justement de balayer une espèce de palette de problèmes qui font que les soldats abandonnent leur poste et qui ne sont pas forcément liés au défaut de motivation. Donc la question des commandants, hein, avoir un mauvais commandant est manifestement un motivateur fort pour abandonner son unité et quitter le front, mais ce n'est pas que ça. Hein. Alors bien évidemment, toujours dans des situations où la guerre est de haute intensité, on vous dit bah, les gens partent du front parce qu'ils sont soit parce qu'ils n'ont pas envie de combattre, soit parce qu'ils ont peur de mourir. Or, ce qui est intéressant, par exemple, dans cette enquête, c'est qu'ils ont sollicité des gens, ils sont pas allés chercher des déserteurs, par exemple, dans des centres pénitentiaires où ils seraient détenus, mais ils ont suscité des témoignages volontaires pour avoir leurs interviewés. Et en fait, ils constatent qu'il y a autant de déserteurs dans la population de ceux qui se sont engagés sur le front dès le début du conflit armé que de déserteurs qui viennent juste, en fait, d'arriver sur le front. Alors peut-être que pour les deuxièmes, la dimension peur, désorientation, décalage entre qu'on se perçoit capable de faire et ce qu'on se perçoit capable de tirer sur un homme, etc., est important. Mais bien évidemment, la désertion de ceux qui sont sur le front depuis le tout début de la guerre, depuis 3 ans maintenant, nous révèle des phénomènes très différents et nous révèle nous révèle bien des problèmes. Alors l'un des problèmes est un problème en fait qui soulève un paradoxe.
Les combattants qui sont sur le front depuis le début de la guerre réclament depuis un moment déjà une durée définie de leur mobilisation, c'est-à-dire un moment qui leur soit clairement annoncé auquel ils pourraient rentrer chez eux et être remplacés. Hein. La fatigue et l'épuisement sont bien évidemment très forts chez ces personnes qui sont sur le front depuis le début de la guerre. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est que comme en fait les Ukrainiens perçoivent aujourd'hui cette guerre comme devant s'étendre sur une très longue période, hein, ce qui n'était pas le cas au début 2022, eh bien quand on se projette sur une durée indéterminée de la mobilisation, on se dit qu'on est là jusqu'à sa mort. Hein, en réalité. Donc ça, il y a quelque chose d'inacceptable en réalité là-dedans, notamment pour ceux qui se sont engagés volontairement. Donc l'armée ukrainienne est aujourd'hui face à un besoin paradoxal. Ils ont besoin de mobiliser plus, ils ne peuvent pas se permettre de manquer de combattants, et en même temps, pour mobiliser, ils ont besoin de démobiliser. Hein. Ils ont besoin d'indiquer très clairement aux combattants, on sait très bien que vous faites cet effort et ce sacrifice en fait pendant une période, mais qu'il y a une vie après. Hein, et que votre vie ne se limitera pas à la guerre. Alors, voilà. Oui, oui, et là-dessus, excuse-moi, je t'interromps juste pour préciser qu'il y a effectivement un projet de loi qui a été enregistré à la Verkhovna Rada, donc au Parlement, en novembre-décembre de l'année dernière, mais il n'est toujours pas voté. Et Alors, ce projet de loi, en fait, était déjà, pour compléter ce que tu viens de dire, en fait, cette question était déjà en discussion dans le précédent projet de loi sur la réforme de la mobilisation, mais avait été reporté à plus tard, provoquant, je pense, entraînant aussi une série de ces démobilisations, des combattants qui disaient, bon, bah voilà, on avait une perspective, on l'a plus. et puis Volodymyr Zelensky a résumé ça pas plus tard qu'hier dans une interview à un média italien, en disant que si jamais la moitié des soldats rentrent d'un coup chez soi, eh bien Poutine nous tuera tous. Donc voilà, c'est une explication assez simple, mais qui explique évidemment ce paradoxe auquel fait face l'armée. Et vas-y, je te laisse poursuivre sur la question des désertions. En plus de ces problèmes voilà, de durée et d'encadrement, il y a un autre problème qui est très souvent pointé à la fois par les déserteurs et aussi par les personnes qui déclarent tout simplement avoir peur d'être mobilisées, c'est la peur de ne pas être suffisamment armé sur le front, hein, d'arriver dans une unité qui ne disposera pas d'une force de feu suffisante, où l'équipement sera insuffisant, et donc en définitive d'être un peu envoyé dans une situation de fragilité pour être utilisé comme de la chair à canon. Et ça, bien évidemment, c'est renforcé à la fois par les informations que les Ukrainiens reçoivent, qu'ils voient sur Internet, qu'ils lisent dans les journaux, sur les retards ou les insuffisances de livraison d'armes promises par les partenaires de l'Ukraine, par les difficultés d'approvisionnement de l'armée ukrainienne. Donc il y a vraiment cette idée que l'armée est en difficulté aussi parce qu'elle manque d'armes et de munitions, et que donc on n'est pas prêt à s'engager dans cette armée-là. Hein. Et donc par exemple quand on entend on a entendu il y a quelques semaines, quelques mois, les Américains, les responsables américains dire si vous recrutez plus, on vous armera plus. Eh bien je dirais pour les Ukrainiens qui désertent, ça devrait aller dans l'autre sens, c'est-à-dire l'armée devrait être bien armée pour qu'ils puissent partir en confiance. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça soulève plus généralement les questions de confiance dans l'institution et les questions aussi des raisons de l'engagement. Et évidemment, ça dépasse les frontières de l'Ukraine. Ça, c'est une question, je sais que tu essayes de soulever aussi dans le débat public, mais ça soulève les questions de l'engagement dans les sociétés démocratiques et individualistes. Donc, l'Ukraine et la France offrant des points de comparaison assez intéressants. Hein. Je mettrai dans la description de cette vidéo plusieurs textes, soit que tu as publiés, soit auxquels tu as fait référence. Mais oui, ce sont des questions évidemment fascinantes et qui doivent tous nous préoccuper. Mais donc, quand les Américains, ils ont parlé de recruter plus, ils ont aussi parlé, et ils continuent de parler aujourd'hui, de recruter plus jeunes. Et donc, une de leurs préoccupations, visiblement, les Américains, mais les partenaires occidentaux en règle générale, c'est de baisser l'âge de recrutement. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution au problème de ressources humaines auquel fait face l'armée en ce moment? Alors, je suis incompétente de dire si ce serait une solution, mais en tout cas, on peut dire en fait ce que ça soulève en Ukraine et pourquoi est-ce que les Ukrainiens en fait résistent jusqu'à maintenant à cet abaissement de l'âge de la mobilisation. La première déterminante, elle est proprement démographique. L'Ukraine a une pyramide des âges extrêmement déséquilibrée, qui est d'ailleurs proche de d'autres pays
d'ex-URSS, où en fait on a une génération creuse qui n'est pas née dans les années 1990 et au début des années 2000, précisément parce qu'on était après la fin de l'époque soviétique, avec une situation économique très difficile, des bouleversements politiques, une manque de confiance dans le lendemain, et donc les gens n'ont pas fait d'enfants. C'est cette génération-là, en fait, qui constitue aujourd'hui le gros de cette cohorte de voilà des 18-25 ans, et c'est une toute petite génération. En réalité, on considère que le vivier que ça pourrait concerner, si on abaissait l'âge de la mobilisation à 18 ans, serait d'environ 400 000 personnes maxi. Hein. Mais alors, 400 000 personnes, on se dit, bah oui, c'est énorme, en fait, il faudrait. Le vivier général des hommes dans d'autres catégories d'âge est aujourd'hui de 4 millions, 4 millions 5 de personnes. Hein. Donc, en fait, ce n'est pas négligeable, mais je dirais, c'est pas un bouleversement majeur. Et puis, il y a un autre problème, en fait, qui est aussi lié à cette question démographique, mais qui est lié aussi à la perception de la guerre. Hein. Dans la mesure où les Ukrainiens considèrent que cette guerre, il va falloir la conduire pendant longtemps, que même s'il y a un cessez-le-feu, par exemple, qui arrive prochainement, eh bien, ce ne sera pas la fin de la guerre, mais une interruption avec, voilà, qui sera poursuivie par une autre confrontation avec la Russie, qui est perçue comme étant durablement hostile à l'égard de l'Ukraine. Eh bien, il y a cette préoccupation pour l'armée d'aujourd'hui et le combat d'aujourd'hui, mais aussi le combat de demain. C'est-à-dire que ce que dit le pouvoir ukrainien, c'est euh, mobiliser aujourd'hui les jeunes pour les envoyer dans des écoles d'officiers, pour qu'ils constituent la carcasse de l'armée ukrainienne de demain, oui, bien évidemment, mais les envoyer aujourd'hui sur le front avec une préparation très sommaire pour qu'ils meurent aujourd'hui et que l'Ukraine soit complètement dépeuplée et soit doivent faire face à un gros problème démographique, ça non. Hein. Donc il y a à la fois une question sociale et une question de stratégie militaire à plus long terme que je pense les partenaires de l'Ukraine n'ont pas du tout en tête, eux qui n'envisagent pas du tout la guerre de la même manière que la société ukrainienne. Dans tout ce que tu dis, évidemment, il y a aussi la question de conflit générationnel que on entend beaucoup dans les rangs des Ukrainiens mobilisés en ce moment. Nous faisons la guerre pour que nos enfants n'aient pas à la faire. Et donc, il y a aussi cette dimension justement de régler ses comptes d'une certaine manière avec l'URSS, de régler ses comptes avec cette Russie qui n'a pas accepté la dissolution de l'URSS en 1991, mais aussi évidemment cette dimension de protection, comme tu le dis si bien, des générations futures. Merci beaucoup, Anna Colin-Lebedev. C'était vraiment fascinant, comme toujours. Merci beaucoup Sébastien. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.